Bon, oui, si nous sommes prêts, alors nous allons démarrer. Un beau bonjour tout le monde. Hola, buenas tardes. Depuis l'île de Montréal, territoire traditionnel Kanien'kehá:ka, lieu de rencontres historiques et actuelles des différentes nations autochtones, et au nom des organisateurs, des organisatrices, je vous souhaite la bienvenue à cette activité du Symposium 2022 Dialogue et Émancipation de la chaire UNESCO, qui est organisée cette année en collaboration avec la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Je m'appelle Isabelle Orellana, je suis directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, Centre de l'Université du Québec à Montréal, qui co-organise cette session intitulée Action sociale, co-construction des savoirs et nouveaux récits socio-écologiques, que j'ai le plaisir de présider. Avant de commencer notre activité et de vous présenter nos invités spéciaux, quelques informations. Comme vous le savez bien, il se déroule durant 4 jours jusqu'au 29 octobre en libre accès via Zoom, Facebook. On trouve une quarantaine de sessions d'1 heure en anglais, français et espagnol, plusieurs comptes sur un service d'interprétation simultanée. Toutes les informations se trouvent dans le site web du symposium que vous connaissez peut-être, mais je vais mettre l'adresse dans le clavardage, vous pourrez la voir. Notre session durera 1 heure. Nos 4 invités, que je vous présenterai dans quelques instants, compteront sur environ 45 minutes pour partager leurs témoignages, analyses, réflexions. Et ensuite suivra une période de questions et de commentaires que vous pouvez nous faire parvenir tout au long de la séance, soit à travers la plateforme de clavardage du Zoom, soit par Facebook. Je vous remercie infiniment d'être aujourd'hui avec nous. Et sans plus tarder, je vous présente nos invités que j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir. En premier lieu, Laurence Brière, qui est professeure au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre du comité de direction du Centre R. Elle enseigne au programme cours de 2e cycle en éducation relative à l'environnement et à la maîtrise en sciences de l'environnement. Ses travaux de recherche actuels portent sur les dynamiques des formations réciproques et les pratiques de sollicitude qui sont vécues ou qui pourraient être développées dans les situations d'engagement éco-politique. Denise Proulx mène de front le journalisme et l'enseignement. Elle est chargée de cours à l'Institut des sciences de l'environnement où elle enseigne les enjeux du système agroalimentaire. Elle collabore également à des projets de recherche avec collectifs de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives, et le Centre R. Elle est co-auteure du livre Porcherie, la porciculture intempestive au Québec et de multiples autres publications qui lient environnement, agriculture, santé, économie. En tant que journaliste, elle a couvert des grandes conférences des Nations Unies, réalisé une série de reportages sur la catastrophe de Tchernobyl. Actuellement, elle est impliquée dans sa communauté dans diverses organisations qui s'intéressent aux questions des productions alimentaires. Karine Villemagne est professeure titulaire spécialisée en éducation des adultes à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est également membre du comité de direction du Centre R. Ses récentes recherches portent sur l'apprentissage des adultes peu scolarisés ou en apprentissage du français dans le cadre des projets d'éducation relatifs à l'environnement. Elle enseigne le cours microprogramme Adaptation scolaire et sociale des adultes qu'elle a créé, un programme destiné à la formation continue des enseignantes et des enseignants, des intervenants et des intervenantes de l'éducation des adultes. Et finalement, Gabrielle Roy-Grégoire, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, dans le cadre de laquelle elle réalise une recherche portant sur les luttes sociales associées au projet minier Authier dans la région de la Abitibi-Témiscamingue du Québec, au Québec. Elle est actuellement en rédaction, en fin de rédaction. Elle s'intéresse aux mobilisations sociales face à l'extractivisme, à la transition énergétique québécoise et aux questions de justice environnementale. Elle est membre étudiante de l'Institut des sciences de l'environnement ainsi que du Centre R. Puis cette science s'intéresse aux perspectives de multiples mobilisations sociales, espaces de partage, de dialogue et de délibération qui s'articulent et se mettent en place pour faire face aux diverses problématiques qui découlent de la crise socio-écologique actuelle. On s'intéresse particulièrement aux dynamiques collectives qui se tissent dans l'action sociale, des contestations, des revendications, des résistances à divers projets économiques qui sont considérés nuisibles, en fait, autant pour les territoires, pour les écosystèmes, la santé, etc., comme par exemple l'expansion accélérée de l'industrie
extractives et particulièrement énergétiques, associées entre autres à la transition énergétique actuelle, et aussi à l'industrie et les cultures et l'élevage industriel intensif. Ce sont des projets qui de plus menacent d'approfondir les vulnérabilités, les iniquités. Puis on constate que les forces vives des communautés s'organisent dans des actions sociales qui valorisent les croisements des savoirs des divers types, autant scientifiques que des savoirs ancrés dans les territoires, dans la tradition, dans les vécus communs. La complémentarité de regards, d'expériences, des talents contribue dans ces mouvances à la réappropriation des réalités et à l'identification et mise en œuvre des stratégies de défense des droits et des territoires. Ben ainsi, on perçoit que se forge une conscience et un engagement autour des droits et des responsabilités autant sociales qu'environnementales. On considère que ces mouvances sociales favorisent l'émergence d'une éco-citoyenneté critique. Et voilà, donc je m'adresse à nos invités spéciaux. À la lumière de vos travaux et de vos engagements dans de telles mouvances, que pourriez-vous nous dire sur ce phénomène d'éco-citoyenneté critique, sur le processus à travers lequel il se forge, sur ses particularités? Alors, je laisserai en premier lieu le microphone à Laurence Brière. Oui, merci Isabelle. Alors, ben oui, dans ces processus, en fait, le fait de vivre un engagement de ce type, un engagement éco-citoyen, ça nous amène à vivre et à assumer ce que moi j'aime appeler notre responsabilité éco-politique, donc qui dépasse les éco-gestes auxquels profond, puis en lien avec une inscription dans un territoire. Et l'engagement écosocial, il part souvent d'un ressenti, bien, pas souvent, je pense en grande majorité du temps, d'un ressenti, on parle souvent de l'indignation, de la colère et de la peur comme émotions qui peuvent être, source de mobilisation. En ce moment, dans les médias, on nous parle beaucoup d'éco-anxiété. La peur, ça peut être à la fois une émotion qui peut paralyser, ça peut aussi être une émotion qui nous met en action. D'ailleurs, Anne Jonas parlait de l'heuristique de la peur. Je trouve que dans les médias, toutefois, on ne parle pas beaucoup peut-être de l'éco-colère, de l'éco-indignation, et c'est justement ce qui est au cœur, en fait, des dynamiques ou à la racine des dynamiques éco-citoyennes. Donc, un ressenti aussi sur le plan un sentiment d'injustice qui est ressenti par plusieurs. Et voilà, ça fait que ça émerge souvent, comme je le disais, d'un lien fort avec le territoire, mais pas seulement. Puis en fait, dans la mouvance, se consolide ce lien d'appartenance au milieu, ce lien d'appartenance à une communauté avec laquelle on se met à travailler, soit pour bloquer un projet, soit pour proposer, mettre en œuvre une alternative ou en fait un projet éco-social qui n'est pas nécessairement en réponse à un autre projet de développement, disons, plus hégémonique. Alors voilà, puis ce qui est très beau de voir, c'est qu'on apprend tellement dans ces processus-là, puis au Centraire, on a beaucoup travaillé justement à démontrer un peu quel type d'apprentissage se font dans ces mouvements-là. C'est des apprentissages qu'on dit souvent incidents parce qu'on n'a pas prévu d'apprendre, comme dit Lucie Sauvé. Et donc, puis notamment dans ma thèse, qui remonte quand même à quelques années, mais je m'étais intéressée au débat sur la reconstruction de l'échangeur Turco à Montréal, puis j'avais pu, c'est ça, identifier un certain nombre d'apprentissages, mais c'est tellement riche. Par exemple, sur le plan des savoirs, on arrive à comprendre des leviers d'action sociale, mais aussi des forces d'inertie. Sur le plan des savoir-faire, on arrive à mieux lire des rapports de pouvoir, mais arriver à analyser de manière plus systémique des projets d'envergure. Sur le plan des savoir-être aussi, c'est important. On apprend beaucoup à développer une attitude, qu'on va dire, de dialogique, une capacité à se décentrer de sa propre perspective, donc une capacité, en fin de compte, à rentrer dans l'intersubjectivité. Puis voilà, puis tout ça, là, c'est des exemples que je donne, mais ça se consolide en compétences ou en savoir-agir, notamment une des compétences que j'avais pu mettre en lumière dans l'analyse du Code Turco, c'était la capacité à intervenir en contexte conflictuel, puis à organiser aussi des espaces de délibération au-delà des espaces formels.
Puis ces apprentissages-là, je le disais, sont vraiment importants. Puis d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, donc qui est paru en avril dernier, qui porte sur la mitigation des changements climatiques, le GIEC reconnaît justement la contribution des mouvements sociaux aux dynamiques de transition porteuses de justice sociale et insiste, en fait, le GIEC insiste sur ces mouvements-là comme creuset d'apprentissage collectif et aussi comme vecteur, en fait, d'innovation écosociale. Alors, je pense qu'on peut tabler sur cette belle reconnaissance-là. Puis comment ils arrivent, ces apprentissages? C'est dans l'animation stratégique d'un réseau communautaire qui se met en place, en identifiant les manques à savoir collectifs, en allant chercher justement des personnes qui pourraient appuyer sur ces plans-là, en développant aussi l'argumentaire, etc. On y reviendra là, un peu plus tard dans l'échange, je pense, à ces questions-là plus spécifiques. Alors, c'est ça. Puis, dans cette éco-citoyenneté critique-là, qui se déploie en contexte, ça donne lieu à un dialogue des savoirs qui amène aussi vers d'autres engagements. Je pense, entre autres, dans le cas de Turco, là, auquel je faisais référence, il y a des gens qui ne s'étaient jamais mobilisés avant, puis là, parce que ça arrive dans leur cours, OK, la question des transports, dans ce cas-ci, ça les interpellait, puis ils sont beaucoup mobilisés, puis après ça, c'est des personnes qui sont restées mobilisées dans leur milieu sur d'autres dossiers. Quelques-unes de ces personnes-là, en tout cas, que j'ai pu suivre, c'était leur cas. Puis je terminerai en disant que c'est ça, c'est très demandant aussi, ces types d'actions-là. De plus en plus, on parle de la question de l'épuisement militant comme étant un enjeu éventuellement. Ça apporte beaucoup, mais il y a le revers, c'est qu'il faut faire attention à soi. Donc, et puis, on a pu mettre ça en lumière dans le cadre d'un projet de recherche action collaborative que j'ai mené avec Isabelle et d'autres partenaires dans les dernières années. Donc, un des volets, c'était justement ça, de fouiller un peu plus comment on peut apprendre à mieux prendre soin de soi et de ses pairs dans l'engagement écosocial, puis comment soutenir cette joie militante, finalement, là, puis là, je vais citer des auteurs, là, Carla Bergman et Nick Montgomery, qui ont créé un fort bel essai sur la joie militante, puis qui se réfère en fait au philosophe Baruch Spinoza, pour qui la joie relevait d'un accroissement de sa propre capacité à agir sur le monde, puis d'une prise de conscience de sa force d'exister. Donc, chez Spinoza, la joie, ce n'est pas un simple sentiment. La joie, ça rend capable de nouvelles choses avec d'autres. Je m'arrête là-dessus. Ton microphone, Isabelle. Ton microphone, merci beaucoup, Laurence. Justement, ce matin, on entendait Gina qui nous parlait de la colère, en fait, de cette colère qui peut être mise au service de la transformation, de notre transformation et de la transformation des réalités. Donc, une colère constructive qui est légitime et qui est importante dans tout processus de changement. Et voilà, et puis bon, tu soulèves aussi des questions importantes comme celle de l'asymétrie dans laquelle les membres de ces mouvements sociaux se retrouvent par rapport à ces grandes institutions, entreprises qui mènent de l'avant des projets ou en fait, qui menacent ou qui mettent à risque et puis qui se positionnent dans un rapport de force important. Donc, la pression que ça exerce sur les personnes, sur les citoyens, et donc l'effort monumental qui est à faire pour tenter de connaître, comprendre, saisir ce qui arrive, mais aussi maintenir en fait cette résistance, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux agir, et puis bon, ces risques d'épuisement que l'on constate dans certains mouvements, ou aussi associés à un certain sentiment d'impuissance, parfois aussi, face à ces systèmes si puissants. Mais laissons la parole à Denise, qui va poursuivre donc cette réflexion sur ces questions. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressée des mobilisations citoyennes dans les dossiers agricoles, principalement dans le dossier des porcheries. Et ce que l'on constate, c'est que la société civile constitue dans les questions des projets de méga-porcheries un acteur qui a une expertise importante dans la problématique sociale parce que c'est l'acteur qui habite le territoire, qui habite une communauté et qui est souvent le mieux placé pour voir comment fonctionne cette communauté, comment fonctionne la nature autour de lui.
Donc, il est souvent aussi le mieux placé pour avoir une vision d'ensemble sur toute la communauté à plus long terme et non pas juste une vision économique. Donc, une vision beaucoup plus holistique. Puis, ce que l'on constate, c'est qu'avec le temps, les militants et les militantes travaillent avec, ils évoluent dans leur type finalement d'engagement. C'est d'abord un engagement qui est reposé, comme disait tantôt Laurence, sur une intelligence qui est très émotive. On se sent menacé dans son environnement immédiat, qui évolue souvent vers une intelligence plus empirique. On connaît son territoire, on connaît son milieu, on a une vision qui nous apparaît essentielle d'être partagée et qui ensuite fait appel à une nouvelle forme, une nouvelle évolution de l'intelligence. C'est une intelligence finalement intellectuelle. On va chercher des connaissances, on se nourrit de nouvelles connaissances pour justement solidifier un argumentaire, pour développer, solidifier un argumentaire. Et tout ça, ça amène, quand tout le monde se met à travailler ensemble, à une intelligence plus collective. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est un maillon. Ce que l'on constate, c'est que quand on présente des projets qui ont uniquement des visées économiques, c'est qu'on réalise que cet apport citoyen-là, cette société civile impliquée, est un maillon indispensable pour avoir une vision globale de la problématique pour maintenir la qualité de vie. Parce que dans les communautés, qu'est-ce qui reste essentiel? C'est de toujours maintenir la qualité de vie. Ce n'est pas que le développement économique qui doit primer, mais bien le maintien de la qualité de vie d'une communauté. Alors, c'est la vigilance de quelques personnes qui, bien souvent, permettent d'exprimer les dysfonctions du système, les dysfonctions du projet, qui aussi se fait souvent au détriment de toute la nature, de tout le vivre ensemble. Alors, le mouvement de résistance et de revendication, bien, il permet finalement de se responsabiliser davantage, autant au niveau d'abord émotif, parce qu'il faut dépasser le volet émotif à un moment donné pour passer justement à un volet de partage, de connaissances. Et ça fait en sorte que ça amène le dialogue, puis entre les différents acteurs, les différentes personnes impliquées d'abord par l'inquiétude, par la colère, par la prise de conscience. Puis, ça amène aussi que toutes les parties prenantes doivent accepter de participer au dialogue. Et c'est ça qui devient souvent un peu plus compliqué parce que on part souvent à des niveaux très inégaux. D'un côté, la société civile arrive avec un sentiment d'injustice, de trahison, de tromperie, de complicité au niveau des institutions, des élus, etc., avec les promoteurs. Donc, il y a toute une ouverture au dialogue qui doit dépasser les impulsions émotives et pour faire en sorte qu'on comprenne rapidement qu'on parle de valeurs. Et que là, c'est là qu'il faut rejoindre le plus de monde possible. Et c'est quand on se met à parler de valeurs et non plus d'émotions que, quelque part, on est capable de regrouper un peu plus de personnes qui vont amener justement une connaissance empirique et une connaissance intellectuelle qui va renforcer la position citoyenne. Alors, c'est là qu'on développe une intelligence du savoir-vivre ensemble, une intelligence du savoir partagé, finalement, les principes de base de la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde a droit à pouvoir s'exprimer, tout le monde a droit aussi à ce qu'il y ait un respect un équilibre entre les volontés économiques, les volontés sociales et surtout le respect de la nature. Et donc, c'est cette conscientisation-là qui devient le carburant, d'une certaine façon, de la résistance, qui est la motivation des actions, qui amène la créativité dans les actions aussi, parce que qu'est-ce qui déroute beaucoup souvent les promoteurs et les personnes qui les appuient, les élus trop souvent, c'est que la société civile développe une connaissance beaucoup plus étendue sur les problématiques
et qu'elle développe automatiquement une créativité d'action, de réaction qui fait en sorte qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe. Et il faut quand même comprendre que ça prend du temps, tout cela. Ça ne se fait pas en quelques semaines, en quelques mois. Souvent, ça se fait autour de quelques années. Et comme disait tantôt Laurence aussi, c'est toujours accompagné par un épuisement émotif, intellectuel, un épuisement au niveau de la capacité de se faire comprendre. Il y a des clivages communautaires qui se font. Alors, ça amène souvent à une démotivation parce qu'il n'y a jamais rien de simple, surtout en agriculture, où les dossiers sont excessivement complexes. Il y a l'occupation du territoire, il y a l'endettement de plus en plus important du milieu agricole qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas juste la question de la qualité de vie englobe une énorme quantité de sujets, de problématiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dans une phase d'intelligence, donc comment je vous dirais ça, comme je disais tantôt, d'intelligence intellectuelle et collective. C'est là que rentre finalement l'intelligence collective où il faut faire appel à ce que, en partageant la connaissance, en distribuant les tâches et de recherche et de communication, en réfléchissant à une stratégie qui doit être construite en fonction du vivre ensemble, qualité de vie, ben, le leadership de certaines personnes doit ressortir. Il faut accepter que ce leadership-là soit présent. Puis, c'est là que vraiment s'installe l'éco-citoyenneté parce que le leadership n'est pas nécessairement politique. Le leadership peut être très citoyen. Et ben, c'est pour ça que c'est important de travailler en coalition. La coalition des groupes, ce que j'ai constaté, moi, c'est que souvent dans les problématiques des batailles contre les mégaporcheries dans certaines régions, l'épuisement qui était en train de faire perdre des batailles a pu être dépassé parce que justement, on a compris que dans d'autres régions, il y avait des batailles similaires avec des cheminements similaires et que c'était en travaillant en coalition qu'on redonnait de la force au mouvement, qu'on redonnait finalement une ampleur qui faisait en sorte que le dossier dépassait la première vision où on disait que chacun défend la qualité de vie dans sa cour et ça prenait une vision nationale où on comprend que c'est un enjeu de société et un enjeu de choix de société. Alors, je vous dirais que c'est ça qui amène aussi que les coalitions ont en travaillant de cette façon-là, ont été capables d'aller chercher de l'aide du côté des scientifiques. Ils ont gagné des appuis politiques, elles ont gagné également des appuis artistiques et souvent médiatiques. Et c'est cet amalgame de tous ces appuis qui fait en sorte qu'à un moment donné, les projets sont ou bien mis en statu quo, en moratoire, en dormance, le temps de revoir les situations. Et c'est ce qui s'est passé notamment du côté des mégaporcheries. Il y a eu un moratoire entre 2002 et 2004. Et actuellement, avec le retour, on voulait relancer une série de mégaporcheries au Québec pour justement suivre un projet mondial de croissance en se disant, oui, la population mondiale est en croissance, les Chinois la classe moyenne se développe, donc ils sont beaucoup plus demandeurs de viande, etc. Bien, on n'a pas analysé tous les impacts de tout cela et quand on voit que l'intelligence collective se met en œuvre et qu'elle est rassemblée en coalition, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, le politique arrête et actuellement, nous sommes en moratoire du côté du développement des mégaporcheries et ça donne le temps à tout le monde de réfléchir et de préparer l'avenir. C'est ce que je dirais pour commencer. Merci, Denise. Je pense que tu mets en évidence un élément qui est assez marquant de ces mouvements sociaux, c'est celui de l'émergence de cette intelligence collective qui est enracinée dans les territoires et dans la réalité partagée et qui ouvre la porte à une appropriation, une réappropriation collective des réalités auxquelles on fait face, dans laquelle on s'y retrouve
pleinement impliqués. Donc, il y a un savoir qui se développe, qui est extrêmement riche, en fait, qui s'est bâti à la convergence de toutes ces expériences, trajectoires de vie, de toutes ces émotions aussi, de l'exercice de la mémoire, de ce qu'il y avait avant, et puis et qui permet justement de mettre de l'avant une réaction renforcée en fait par ces collectifs. Et donc, on voit là émerger un nouvel acteur politique, en fin de compte, politique dans le sens de citoyens qui sont capables de se prendre en main puis décider comment on conduit nos destins communs en ce sens-là. Donc, sur la scène publique, on voit apparaître un interlocuteur qui n'était pas nécessairement considéré il y a quelques décennies. Aujourd'hui, les citoyens se placent là, ils disent « j'existe, j'y suis et je exige que mon avis puis mes préoccupations soient considérées ». Donc voilà, un phénomène très intéressant et puis justement qui permet d'aborder, qui met de l'avant les questions, les problématiques ou les enjeux sociaux des pairs aux enjeux environnementaux qui ont trait à la santé environnementale. Donc il y a une compréhension aussi des questions environnementales et de la complexité, puis des liens dissociables aux questions sociales qui s'est bâti aussi en ce sens-là. Mais voyons voir qu'est-ce que Gabrielle a à nous dire à ce sujet. Gabrielle qui a été impliquée dans un mouvement dont elle va nous parler aussi. Oui, merci Isabelle, merci tout le monde. Oui, c'est ça, moi, mon expérience, c'est un petit peu plus du côté énergétique. Comme Isabelle l'a mentionné en introduction, je travaille sur les mines de lithium, fait que là, la question des batteries électriques. Mais l'expérience sur laquelle je me suis basée pour la séance d'aujourd'hui, c'est mon implication dans le dossier de GNL, gazoduc GNL Québec, qui vous devez le connaître, là, le gazoduc qui achemine du gaz pour l'envoyer. Excusez, je ne vais pas le présenter parce que je suis certaine que vous le connaissez. Donc, c'est ça, avec mon association étudiante, donc on est les sciences de l'environnement à l'UQAM, puis on a participé au BAP, on s'est mobilisé contre le projet et on a présenté. Puis parallèlement, moi, je travaille sur un projet de recherche qui est dirigé par Isabelle, justement. Puis on s'intéresse au cas de GNL Québec, fait que j'ai pu l'étudier un peu des deux côtés. Puis c'est ça, de mon observation, ben, tout ce que vous mentionnez depuis tantôt, certainement, on a retrouvé ça dans le cas de GNL. Il y a définitivement une éco-citoyenneté critique qui s'en est dégagée. Puis je pense que ça se peut-être forge plus dans l'urgence, dans le partage. Vous avez beaucoup parlé justement des liens puis des réseaux qui sont partagés. Puis ça a probablement été c'est pas la plus grande force de cette mobilisation-là. L'urgence, bien sûr, comme on l'a dit, c'est tout le temps, on nous présente toujours un projet ficelé, prêt à démarrer. Donc, on est dans l'urgence, dans la réaction, mais cette pression-là, dans le cas de GNL, en tout cas, elle a amené à aller chercher de l'appui, de l'aide extérieure. Puis, ça a fait qu'il y a des liens entre différents réseaux écologiques, citoyens, étudiants qui sont développés, puis entre les régions aussi. Donc, le mouvement est d'abord né à Saguenay. Puis, justement, c'est intéressant parce que c'est une coalition. Puis, comme Denise vient de le dire, je pense que ça a un peu fait leur force parce que ça a permis à tout le monde de s'allier à leur mouvement puis de sortir le mouvement puis la lutte de la région plutôt que de faire plutôt un amalgame ou de risquer que ça reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est ça, ça a commencé là. Puis rapidement, ben, les groupes étudiants locaux, puis après ça, les assos étudiantes ont récupéré un peu la lutte, puis ils sont intéressés. Puis c'est comme les assos étudiantes ont un peu leur réseau en soi, fait que dès que tu en impliques une, là, ça se propage assez rapidement. Puis c'est ça, les collectifs étudiants aussi étaient prêts à accueillir ça. Il y a eu des liens aussi qui ont été développés avec l'Abitibi, où est-ce que le gazoduc passait, avec la Mauricie un peu, mais surtout en Abitibi, qui, eux, ont tout leur réseau aussi de militants écologiques, citoyens engagés pour d'autres questions, beaucoup minières là-bas. Mais c'est un réseau qui a beaucoup d'expertise, qui a beaucoup de réflexes, qui était très rapide à réagir. Et puis finalement, une autre collaboration, si tu veux, un lien qui a été fait, qui était super important, c'était avec le collectif scientifique sur les hydrocarbures,
que vous connaissez bien aussi. Donc, ça a permis d'aller mobiliser toutes sortes de chercheurs, puis d'académiciens, de professeurs, puis de faire des séances d'éducation, puis d'informer un peu partout, c'est ça, les citoyens. Fait que ça a fait une espèce de méga alliance, puis de mise en commun de toutes sortes de capacités et d'expertise. Ça a fait comme une mobilisation super unie, mais aussi très diversifiée, puis ça a fait, sa richesse. Ça a permis, je pense, différentes initiatives parce qu'il y avait tellement de personnes qui étaient impliquées, puis on prenait action de tellement de façons différentes qu'il y avait plein d'initiatives possibles pour des nouvelles personnes qui se mobilisaient. Comme ça a été dit plus tôt, ça a été la première mobilisation de beaucoup de monde parce que ça a été une mobilisation sans précédent, celle de GNL. Puis, quand tu t'intéresses à cette lutte-là au début, tu vois que c'est vraiment facile de trouver quelque chose, une façon de te mobiliser qui correspond à la hauteur de ce que tu es capable de faire parce qu'il y avait tellement de stratégies déployées. Puis, c'était aussi possible de partir des initiatives à ce moment-là, justement, parce qu'il y avait une très, très vaste. Donc, ça a été, je pense, comme ça qu'on a réussi à aller vraiment forger beaucoup de monde. Parce que, il y a eu toutes sortes d'exercices citoyens qui sont déployés à la grandeur de la province. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, un nombre impressionnant de personnes qu'on dirait ordinaires, qui sont devenues des meneurs, des personnes qui ralliaient les gens, qui éduquaient aussi beaucoup, qui faisaient du matériel éducatif, qui menaient des séances d'éducation. Donc c'est ça, ça a vraiment été un creuset parce qu'on a vu ça se mettre en application, ce que vous avez tout très bien expliqué jusqu'à présent. Je pense qu'une des particularités de la lutte de GNL, c'était le contexte d'héritage de lutte des dernières années dans lequel cette lutte-là est arrivée. Parce que depuis comme 10-20 ans à peu près, là, il y a eu, mais surtout à partir de 2010, là, il y a eu une série de projets d'hydrocarbures qui ont été proposés au Québec. Les forages pétroliers en Anticosti, en Gaspésie, la question du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, le projet d'énergie Est. Et ça, un après l'autre, et puis il y en avait d'autres aussi, ça a amené à toutes sortes une intelligence citoyenne, comme vous le mentionnez, puis une diversité d'actions qui ont été essayées. On a identifié des forces, des faiblesses, qu'est-ce qui fonctionnait, puis ça s'est cristallisé un peu, puis il reste cet héritage-là, tout particulièrement la question d'énergie Est, qui ressemble beaucoup au projet de GNL Québec, finalement. C'est un projet d'acheminement qui traversait à peu près le même nombre de kilomètres, un hydrocarbure encore. Fait il y a eu beaucoup de transmission de connaissances qui ont été possibles, ce qui fait que le mouvement de GNL est arrivé assez fort, assez vite. Ils savaient quel piège essayer d'éviter. Ils ont rapidement eu un discours concerté, puis c'est ça, assez constructif devant les médias. Ça, c'est pas parce que les personnes savaient comment faire, mais c'est parce qu'il y avait des mentors des luttes de quelques années dernières qui étaient encore là. Une espèce de maturité militante qui se développe au Québec sur les questions d'hydrocarbures, puis plus largement aussi des luttes pour un milieu de vie, là, comme Denise le mentionnait. Puis je pense, pour terminer, qu'une autre force de ce mouvement-là, c'était justement qu'il a, dans une certaine façon, pu éviter l'épuisement militaire dont on parlait tantôt. Je dis militaire, je vais dire militant, je m'excuse. C'est un projet qui a été assez rapide dans le temps parce que, vous l'avez dit, là, il y a souvent des cycles de dormance ou de moratoire qui vont ralentir et faire que la mobilité peut se dissoudre puis s'étendre dans le temps puis dans l'espace. Puis ce projet-là, il a été relativement concis. C'est un peu ironique. Je vais rajouter un bémol parce que dans les derniers mois, on parle que c'est peut-être encore sur la table, ce projet-là, mais mettons, jusqu'au dernier mois, c'était une affaire close. Puis c'est ça, la rapidité, finalement, le fait qu'il n'y a pas eu trop de délai, ça a permis, et le fait qu'il y avait tellement de personnes impliquées dans ce mouvement-là, ça a permis que des personnes qui prennent trop de charges sur ses épaules, puis c'est un piège qui a pu être, ou une réalité qui a pu être évitée, ce qui a été extrêmement bénéfique pour la réussite du mouvement.
Ton micro est encore fermé, ça fait. Fermé. Merci beaucoup, Gabriel. Tu mets les points sur des aspects aussi importants, comme la question du réseautage, donc l'importance de s'ouvrir aux alliances et de créer des liens qui permettent ce partage, cette transmission d'expériences, des savoirs, des mémoires aussi, d'un mémoire, et puis des stratégies aussi. Donc, il y a un savoir en termes de stratégies, de comment faire, comment agir. Donc, on constate qu'il y a quand même un processus de maturation sociale importante. Et donc, on sent un bouillonnement, on sent une citoyenneté active, alerte, vigilante, comme disait Denise, et qui est attentive à ce qui se passe, puis qui ne veut pas qu'on nous joue des tours, on nous fasse des mauvais coups. Donc, une population qui désire s'informer pour être capable de réagir à temps. On verra dans la prochaine question, la question de comment on est dans la proaction aussi. Mais voilà, donc un processus d'alliance où se tissent aussi des solidarités multiples, donc qui sont essentielles pour soutenir le collectif en tant qu'ensemble, mais aussi pour soutenir les personnes qui font partie. Alors, voilà, un processus de ce qu'on peut dire, on pourrait appeler d'empowerment en anglais, en fait, on le constate, qui s'est mis en marche de façon très forte, et surtout face à ce sentiment d'urgence qui nous habite, aussi parce que les processus vont vite, et comme tu dis, les projets s'installent et ils sont déjà tout ficelés, donc on sent que les décisions sont presque prises, donc les citoyens y ont galopé pour pouvoir réagir à temps afin de freiner s'il y a lieu, ou du moins de se faire entendre. Donc voilà. Mais on va passer la parole à Karine, qui va nous amener sur peut-être une autre dimension aussi de ces mêmes questions. À toi, Karine. Merci beaucoup, Isabelle. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. En fait, moi, pour répondre à vos questions, j'avais envie de parler des personnes avec qui je travaille et d'autre part des processus qui sont mis en œuvre pour la mise au monde, je dirais, d'acteurs ou d'actrices de changement dans leur milieu. Les personnes avec qui je travaille sont mises en projet, en fait. C'est moins par rapport à une réaction émotive et violente d'une situation, mais c'est plutôt des personnes qui sont mises en projet à partir de l'identification de problématiques qui sont subies et qui sont vécues comme une fatalité. Donc, je travaille avec des groupes qui fréquentent des groupes d'adultes qui fréquentent des organismes d'éducation populaire au Québec, historiquement, qui ont une double mission d'alphabétisation, mais aussi d'action et de développement communautaire. En cela, les adultes que je rencontre sont captifs du milieu qu'ils fréquentent et c'est un atout pour aller à leur rencontre. Ces adultes, je tenais à quand même donner quelques indications pour savoir d'où on part. Il y a certes une hétérogénéité en âge qui ne leur est pas particulière, mais surtout de point de vue culturel. Certains sont des Québécois dits de souche, d'autres sont issus d'une immigration de première et deuxième génération. Et pour quelles raisons on les retrouve dans les groupes d'éducation populaire? Eh bien, ils participent à des ateliers sur la littératie, qui est entendue comme les pratiques de l'écrit, certes, mais la numératie, l'alphabétisation numérique, etc. Et je pourrais parler d'une pauvreté multidimensionnelle comme dimension qui les caractérise, sociale, économique, scolaire. Pour ce dernier aspect qui m'intéresse tout particulièrement comme éducatrice d'adultes, certains ont vécu un parcours scolaire extrêmement douloureux et le rapport à l'apprentissage est difficile. Pour les autres, ce sont des situations de guerre, des migrations forcées, des régimes totalitaires qui ont tout simplement empêché ou mis fin à toute forme de scolarisation. Donc, moi, je vais vous parler surtout de ce que je retiens à travers un projet spécifique d'éducation relative à l'environnement déployé avec un groupe d'adultes dans un coin de pays de l'Estrie sur les changements climatiques, îlots de chaleur, en particulier associés à une industrie très qui est pourvoyeuse d'emplois, mais qui paradoxalement crée des problématiques. Alors, quel processus j'ai retenu dont je voulais parler? Je disais que c'était important pour moi comme éducatrice d'aller à leur rencontre en laissant mon veston d'expert à la maison et de reconnaître qu'ils sont détenteurs de savoir. C'est très intéressant de discuter avec eux et de découvrir qu'ils ont des connaissances par rapport à des problèmes environnementaux
Ils sont voire même, je dirais, surinformés via les différents médias qu'ils consultent. Ainsi, souvent, les adultes se disent dépassés par l'ampleur de ce qu'ils entendent. Ils ont une connaissance aussi, je dirais, assez fine de leur milieu et de l'histoire locale. Par exemple, les entreprises qui ont pollué, quelles rivières, quels lacs, ceux qui le font encore et qui le font avec des pratiques douteuses, ils vont pouvoir tout nous raconter de l'histoire locale. Et ça, c'est très précieux. C'est donc être à l'écoute pour moi et devenir soi-même une personne qui a beaucoup à apprendre, une mise en dialogue, et c'est aussi une décentration de son rôle d'expert pour faire partie en fait d'un mouvement. Les adultes, pour moi, sont détenteurs de savoir-faire issus de leur pratique du quotidien, par nécessité ou par choix. Ils ont adopté ce que mon collègue Arnaud Morange appelle des pratiques vertueuses en matière d'environnement et des capacités de résolution de problèmes très importantes, avec un système D ou de débrouillardise. Ce qu'on travaille avec eux, c'est à la fois à développer des prises de conscience, mais aussi par rapport notamment au phénomène dont je parlais, celui de l'impact du changement climatique dans leur milieu, et à développer des processus de mise en action individuels et collectifs à partir de leur réalité, de leurs besoins, de leurs souhaits, pour les mobiliser jusqu'au bout dans un projet qu'ils auront choisi. Pour apprendre, en fait, ils aiment beaucoup rencontrer des personnes clés. Ils discutent, ils veulent voir, c'est-à-dire aller sur le terrain, constater par eux-mêmes. Ça fait partie des modes d'apprentissage. Ils écoutent aussi des documentaires, ça fait partie des choses qu'ils aiment beaucoup, et décortiquer des problèmes dont ils sont capables de communiquer les tenants et les aboutissants dans les médias une fois quelque part l'analyse faite. Ils lisent collectivement, ils s'entraident, ils effectuent des recherches sur Internet. Et ça, ce sont des choses où ils me disent à la fin, ben non, il n'en a pas fait de littératie, nous, on a juste travaillé à résoudre un problème environnemental dans notre communauté. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir tous les apprentissages qui sont faits par ces adultes. Donc, pour moi, c'est ne pas faire avec, c'est ne pas faire pour, c'est faire avec ces personnes pour développer leur confiance en eux, pour leur permettre de devenir eux-mêmes des exemples dans leur communauté et favoriser l'émergence de leaders. Quelle citoyenneté critique, quelle éco-citoyenneté critique? Le bilan qu'on fait souvent à la fin des projets, c'est qu'ils nous disent qu'être un éco-citoyen ou être un citoyen acteur dans son milieu et critique, c'est une posture difficile à assumer. Car le quotidien leur rappelle toutes les incohérences d'un système plus vaste auquel ils sentent qu'ils participent malgré eux. Voilà la conclusion à laquelle j'arrive. Merci beaucoup. J'oublie tout le temps les microphones. Mais c'est ça, je remercie beaucoup Karine pour nous amener en fait dans une autre dimension de ces mêmes luttes que nous vivons aujourd'hui, et puis auprès d'un autre public, un public très hétérogène, diversifié, et qui fait partie peut-être des invisibles ou invisibilisés de la société, qui finalement commence à prendre une place et puis à revendiquer leur existence, leur voix et leur désir de s'impliquer, et puis de dire comment finalement nous souhaitons vivre dans ce monde. Puis en ce sens, ça... Oui, Karine? Une place, effectivement, mais ils ne se sentent pas légitimés pour, souvent au départ. Donc, ça fait partie justement de ces processus, qui est de se faire reconnaître comme tel, donc comme citoyen légitime à prendre part dans la société. Et puis voilà, justement, tu mets la table vers la deuxième question, où justement, qui part de ces constats que dans ces contextes d'action sociale, de partage, de mobilisation des savoirs dans l'action, dans la contestation, il y a une sorte d'école en fait qui s'est construite là, qui crée des conditions favorables
à définir, vous l'avez d'une certaine manière l'une ou l'autre évoqué, à définir finalement des formes de vie que l'on souhaiterait avoir. En fait, face aux problèmes qu'on confronte, finalement, ça nous mène à réfléchir sur comment nous ne voulons pas vivre et qu'est-ce que finalement seraient les principes de notre façon de vivre ensemble dans ce monde partagé, de notre façon de se mettre en lien avec les autres entre nous et les autres non-humains au sein de la trame de la vie. Alors, on constate qu'il y a ce qu'on appelle des compétences d'ordre critique, d'ordre politique, d'ordre stratégique qui se forgent dans ces contextes. Donc, il y a un cheminement, il y a une démarche en cours de construction de nouveaux récits. Et tu l'évoquais aussi, Denise, d'une nouvelle vision, déjà une vision d'ensemble, intégratrice des situations, mais aussi vers l'idée Karine l'évoquait, des nouveaux projets, en fait. Des projets qui sont des projets de proaction, non pas juste en réaction aux problématiques qui sont mis devant nous, mais finalement des projets qui vont au-delà de ça. Alors, qu'est-ce que votre expérience vous a appris à ces sujets? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent ou qui pourraient potentiellement s'ouvrir à partir des mouvements sociaux pour justement articuler des projets de société ou des projets qui peuvent être autant à niveau local que régional, mais aussi qui peuvent éventuellement inspirer des projets de pays, comme on dit au Chili, ou des projets de société. Alors, Laurence? Oui, merci Isabelle. En fait, 10 minutes parce qu'on a 15 minutes. Je vais faire très court. Allez-y, profitons. Et donc, oui, tout à l'heure, Denise, Gabrielle ont beaucoup parlé de l'importance des coalitions. Puis, une des premières étapes quand on se met sur pied une coalition, c'est souvent de s'entendre sur un certain nombre de principes qui vont être défendus, puis qui traduisent finalement un imaginaire, un autre imaginaire que celui qui est proposé par les décideurs notamment. Et puis ça a été fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de la mobilisation Turco là, contre un projet un mauvais projet, en fait, de reconstruction. Alors, ça a été la première étape de la coalition de faire une déclaration de principe. Le Front commun pour une transition énergétique dont je parlais tout à l'heure, on fait la même chose. Puis ça a été un long exercice délibératif pour s'entendre ensemble sur des critères d'une transition énergétique porteuse de justice sociale, puis pour donner un aperçu du caractère innovant, là, par exemple, de ces critères-là. Il est question notamment de demeurer critique face aux technologies émergentes, d'intégrer des analyses systémiques, de démocratiser la transition. On voit que c'est vraiment des besoins très concrets, finalement, qu'on a comme société au regard de ces enjeux-là de transition socio-écologique. Donc, voilà, des déclarations de principe, puis, comme tu l'évoquais, Isabelle, ensuite de ça, imaginer des alternatives. Et puis, ça s'est fait dans le cadre de mobilisation Turco, avec le projet Turco 375. En fait, le débat a amené les gens à réaliser que, en fait, ce qui était question, finalement, c'était la place de l'auto en ville. Donc là, le débat avait pris des proportions beaucoup plus grandes, puis les gens se sont mis à rêver, finalement, de transport collectif, d'une meilleure connectivité entre les quartiers. Dans le cas du Front commun pour la transition énergétique, il y a eu le développement d'une feuille de route, donc pour rêver comment on va la faire, cette transition-là, mais pas juste rêver, là, de rentrer dans des perspectives très concrètes de comment l'articuler selon les différents les secteurs de la société. Je pense aussi au projet Mobilisation 6600 Parcs Nature à Montréal pour défendre une friche urbaine. Et donc, puis là, ce qui est beau aussi dans cette mobilisation-là, c'est qu'elle est plus un peu éclectique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent un parc nature structuré, il y en a qui disent, nous, on veut garder le caractère de friche, en fait, on veut cet espace-là qui est un espace finalement de liberté ou de différents usages. Puis, ce que je trouve très beau, puis je vais terminer là-dessus, c'est que ce sont des mouvements qui nous amènent à repenser, à revitaliser nos relations aux autres humains et aux autres qu'humains, à développer de nouvelles manières d'habiter et à vivre une écologie de la présence. Puis ça vient, une écologie, moi j'aime beaucoup cette expression-là, une écologie de la présence, puis ça vient justement d'un petit
d'un petit zine ou d'un petit pamphlet, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui a été produit par des militants qu'on se doute qui sont rattachés à la mobilisation 6600, mais c'est anonyme et c'est un très beau texte. Alors voilà, j'ai déjà trop parlé. Ben, merci beaucoup, merci Laurence. Donc, on passe de l'écologie des savoirs et de la visibilisation des historiquement invisibilisés vers l'écologie de la présence. J'aime beaucoup ça. Denise, quelques petites minutes. Ben, je vais tenter moi aussi d'être assez brève. En fait, ce que les lieux citoyens avec les méga-porcheries nous ont appris, principalement, c'est qu'il y a un problème de dysfonction totale au niveau de l'agriculture, qui est une agriculture de plus en plus industrielle, qui est axée sur l'exportation, qui est axée sur le plus bas prix possible, sur la production, sur le gaspillage. Sur l'impasse, finalement, très claire, d'assujettir le vivant aux lois du marché capitaliste qui, finalement, considère tout ce qui est vivant comme une marchandise, au même titre que n'importe quel autre type de marchandise. Alors, les mouvements sociaux, les mouvements de contestation dans les méga-porcheries ont clairement tracé la compréhension juste, le portrait juste pour dire à quel point nous avons perdu notre souveraineté alimentaire, ici même au Québec et dans beaucoup de régions du monde, et que c'est finalement la mainmise des multinationales qui, sur les lois publiques, sur les décisions, les choix de nos gouvernements, qui régissent finalement le fonctionnement des systèmes agroalimentaires qui sont complètement déconnectés du véritable sens d'un développement durable. Donc, c'est une tâche, effectivement, qui est très lourde à porter pour le simple citoyen, d'où l'importance, comme je disais tantôt, des coalitions. Et ce qui est intéressant, cependant, c'est que peu importe le résultat d'une lutte citoyenne, il y a toujours une évolution des esprits, autant du côté de la population que des promoteurs ou des opposants qui veulent maintenir le statu quo, qui veulent maintenir le système tel qu'il est. Et ce que l'on a vu, c'est que ça amène une panoplie de nouveaux projets, de nouvelles façons de pouvoir pratiquer l'agriculture, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Ça a amené la rédaction de manifestes sur le type d'agriculture qui prend en compte justement que nous travaillons avec le vivant, que nous travaillons avec des défis environnementaux et qui font en sorte qu'il faut plus que jamais sortir l'agriculture de la marchandisation et de la financiarisation et je vous dirais même maintenant du numérique parce que l'économie numérique veut de plus en plus s'instaurer en agriculture. Alors, il y a tous ces grands défis-là, c'est des énormes... C'est David contre Goliath, on s'entend, mais agir localement, penser globalement, comprendre globalement, agir localement semble être une façon de travailler qui est peut-être plus intuitive que totalement réfléchie, mais qui semble montrer beaucoup d'effets positifs. Par ailleurs, j'ai quand même quelque chose que j'ai observé qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est que c'est toute la récupération de ce discours, de cette compréhension globale des militants par justement tous ceux et celles qui veulent maintenir le statu quo, qui veulent maintenir une financiarisation de l'agriculture et qui utilisent plus que jamais le discours environnemental pour mieux mélanger les gens, mélanger la compréhension des enjeux. Alors, on va vous parler de bien-être, on va vous parler de richesse collective, on va vous parler de leurs soucis de l'environnement, on va vous parler du souci de l'acceptabilité sociale, tout en s'assurant en même temps, et on l'a vu beaucoup du côté des méga-porcheries, pendant qu'on mettait en place des programmes d'acceptabilité sociale, bien, en même temps, on travaillait en catimini avec les élus pour que la réglementation et les lois puissent leur permettre de poursuivre d'une certaine façon le développement tel qu'ils le souhaitaient. Alors, et on utilise également tout le discours qu'on est donc responsable au niveau de l'environnement et on le projette du côté international. Les éleveurs de porc du Québec sont très, très forts
à vouloir afficher qu'ils sont parmi les leaders mondiaux pour la bonne gestion de l'eau, la diminution des GES, pour la question de la gestion des porcheries. Mais en même temps, ils ont réussi à faire augmenter d'année en année le nombre d'unités animales qui sont acceptables avant d'aller devant un bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, ce qui est important, c'est que cette approche réactive et proactive de la société civile, elle questionne fortement la filière agroalimentaire. On voit que d'un côté, on y gagne, on change les habitudes des consommateurs. Il y a deux nouvelles types de générations, je vous dirais, les plus jeunes et les 55 ans et plus, surtout les femmes, sont beaucoup plus axées maintenant vers une agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus locale. Et aussi, on constate qu'il faut être très vigilant parce que le discours peut être excessivement bien récupéré parce qu'ils ont, comme je vous disais, c'est David contre Goliath. Merci Denise. Puis écoutez, il nous reste 5 petites minutes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Gabriel et Karine, mais aussi je l'ouvre à ceux qui sont présents, Marquis, Marie-Carmen, Virgilio. Est-ce que vous auriez, si vous avez un commentaire ou une question, envoyez-les par les clavardages et puis on va tenter d'y répondre dans les quelques minutes qui restent. Gabriel, tu voulais ajouter un petit mot aussi avant de finir? Ben oui, je peux vraiment faire du pouce sur ce qui a été dit. Là. Je vais être très, très concise. Mais la question des principes, je l'ai beaucoup vu ressortir. La question d'être critique par rapport aux technologies, comme tu disais, Laurence, dans la déclaration vis-à-vis de l'échangeur Turcot, est très, très présente dans toutes les luttes citoyennes vis-à-vis les questions des métaux stratégiques, critiques et stratégiques qui sont ciblés pour la fabrication de batteries électriques. On propose une technologie qui lutterait contre le changement climatique, mais à force un coup de mine à ciel ouvert, donc ce paradoxe-là apporte à être critique, demande à être critique vis-à-vis de ces technologies-là. Puis, comme Denise le disait, on vient pas mélanger, mais occulter un peu les entreprises, puis finalement la visée de toutes ces entreprises-là qui est de capitaliser sur un besoin qui est celui de la transition énergétique, en utilisant beaucoup la terminologie environnementale, en parlant, rendu là, c'est des fois de l'éco-blanchiment, il faut être critique, c'est sûr que c'est nuancé, mais on parle beaucoup de mines électriques, de mines renouvelables, de mines vertes, on parle d'une technologie, en tout cas, tout ça, ça fait un beau mélange duquel il faut être critique. Puis ce qui ressort le plus de ce que moi j'ai vu dans les mobilisations auxquelles je participe, c'est d'être consulté, de sentir que ce qu'on a à dire est important, voire central au développement de sa région. Puis c'est sûr que vous l'avez vu dans ce que vous avez vécu, ça revient dans toutes les luttes. Fait que c'est plus une question, j'ai plus observé comment on fait des meilleurs projets que quels projets on fait alternatifs, en termes de ce qui revient le plus. Mais un petit truc qui est quand même intéressant, que j'ai constaté en Abitibi, dans le terrain que je fais sur ma recherche de maîtrise, et aussi dans justement la mobilisation auquel Laurence faisait référence, celle de la friche à Hochelaga-Maisonneuve, c'est que des fois, pour protéger un espace qui est revendiqué par les industries, peu importe lesquelles, on doit donner une utilité ou un rôle à cet espace-là, parce que c'est comme si un terrain vacant, ça doit être rempli par quelque chose à profit, fait que les citoyens trouvent une façon de capitaliser, de rendre cet espace-là utile, mais d'une façon plus harmonieuse puis qui répond à des besoins. Donc, dans le cas en Abitibi, ça devient un levier pour l'éducation populaire parce que c'est un milieu, un écosystème très particulier. Fait qu'on fait l'éducation là par des citoyens pour des citoyens. Puis, dans Hochelaga, où est-ce qu'il y a la friche qui est revendiquée par aussi les industries, là, il y a toutes sortes de rôles qu'on peut associer à ce lieu-là, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on l'utilise comme axe de mobilité, finalement, parce que c'est un quartier où est-ce qu'il y a moins d'espace vert, puis où est-ce que les trottoirs et les pistes cyclables sont plus rares dans une ville qui est connue pour ses parcs et ses pistes cyclables. Donc, Gabriel, oui, j'ai fini. La friche. désolée, dans 10 minutes, on nous coupe.
on nous coupe. Désolée, on est vraiment pris dans cette structure qui est là. Donc, je peux vous laisser encore 5 minutes si vous en avez ah bon, besoin. d'accord. Merci beaucoup, Patrick, parce que j'ai coupé raide la pauvre Gabrielle au milieu de son élan. Mais Gabrielle, excuse-moi, peut-être si on laissait une minute à Karine, s'il y a un mot là-dessus, ou si tu voulais boucler ce que tu venais de dire. Non, vas-y, Karine. D'accord, merci Karine. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Moi, oui, ce que oui. je retiens, surtout avec les populations avec lesquelles je travaille, avec les adultes avec lesquels je travaille, c'est le défi de déconstruction de présupposés et aussi de la mécanique qui est à l'œuvre par rapport dans des systèmes qui les dépassent. Je donne l'exemple peut-être changement climatique et perte d'emploi ici. Pour eux, en fait, ils s'aperçoivent au bout du compte que les mutations du travail et que l'emploi n'est plus prédominant chez eux, qu'ils ont perte d'emploi, mais c'est en fait une dimension qui a favorisé le changement climatique avec la mobilité des matériaux, la globalisation des échanges, les produits qu'ils fabriquaient historiquement ici sont faits en Chine et reviennent. Et là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que ce système est très, 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 très vaste, fait que la prise sur le milieu local n'est pas évidente, même s'ils proposent des projets à la municipalité pour pouvoir justement lutter contre les îlots de chaleur. On voit qu'ils sentent qu'ils ont une petite prise sur un bout du phénomène qui est beaucoup plus vaste. En fait, c'est plus ça que je voulais conclure. Merci beaucoup. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit de quoi? Non, c'est bon. Mais merci beaucoup, Karine, pour ces dernières réflexions. Sans doute qu'il y a la question de la vigilance qui fait appel à la pensée critique à développer, donc un gros défi éducatif, sans doute, pour pouvoir détecter justement ces jeux de confusion dans lesquels parfois on tente de nous entraîner, cette appropriation d'un discours pour pouvoir mieux poursuivre dans la même perspective des enjeux puis des relations dominantes. Alors, merci infiniment à chacune de vous, donc Laurence, Denise, Karine et Gabrielle, pour votre participation et votre apport très riche qui nous a permis d'aborder cette question qui sans doute n'est pas puisée ici. On réouvre une porte qui pourrait continuer à des réflexions sur cette extraordinaire richesse celle qui se forge au sein des mouvements sociaux. Je voudrais vous rappeler que les discussions pourront se poursuivre, les échanges de façon beaucoup plus libre à partir de 17h, heure du Québec, 18h, heure du Chili, dans les sessions des Happy Hour, qu'on appelle, qui est ouverte à tout le monde, donc qui permettrait de poursuivre les discussions sur les sujets qui ont été traités pendant la journée. Puis aussi, bon, on invite tout le monde à continuer dans les symposiums qui se poursuivent demain et après-demain, à partir de 9h, l'heure chilienne, 8h du Québec, avec une multiplicité de séances, de thématiques. Merci encore une fois à ceux qui sont venus jusqu'à là avec nous, puis merci à chacune de vous pour leur participation. Merci Isabelle, merci à chacune et à Patrick pour l'organisation. Merci beaucoup Patrick, merci. Alors à une prochaine fois, on pourra vous entendre par l'enregistrement bientôt, qui va être disponible. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.